Pendant des décennies, nous avons cherché les mystères des exoplanètes géantes dans les profondeurs de l'espace. Nous avons tourné nos regards à des millions d'années-lumière. Mais l'événement qui a brisé les lois de la physique se déroulait juste sous notre nez. Le télescope spatial James Webb a regardé une minuscule empreinte aurorale sur les pôles de Jupiter. Ce qu'il a trouvé était stupéfiant, car au cœur même de violentes tempêtes de plasma, il a détecté un point glacial. Thermodynamiquement, impossible. Tout aurait dû chauffer avec la collision des électrons. Pourtant, cet endroit était inexplicablement froid. Toutes nos théories magnétiques se retrouvent donc bloquées. La masse de gaz dans cette région était 6 fois plus dense que son environnement. Alors que la planète géante effectuait sa rotation mortelle de 10 heures, le fait que cette structure soit apparue, puis se soit évaporée en un seul instant d'observation, a terrifié tout le monde. Mais ce qui est vraiment effrayant, ce n'est pas cette structure cachée. Si les secrets cosmiques t'attirent, alors aime cette vidéo et abonne-toi immédiatement, car les secrets de Jupiter vont ébranler toutes tes croyances. Nous commençons. Pendant des années, nous pensions avoir compris les aurores de Jupiter. Nous les considérions comme le plus grand spectacle de lumière du système solaire. Elles étaient bien plus puissantes que les aurores polaires de la Terre, car elles brillaient en permanence. Nous étions convaincus d'avoir résolu le mécanisme fondamental derrière cette lueur massive et ininterrompue. Mais le télescope spatial James Webb a regardé dans cette direction. Il a regardé de beaucoup plus près. Et il a trouvé quelque chose qui a bouleversé toutes les attentes. Maintenant, nous savons que l'histoire derrière les lumières de Jupiter est bien plus étrange que nous ne le pensions, bien plus dynamique. C'est pourquoi, pour comprendre les secrets de cette planète géante, nous devons recommencer depuis le début. Le premier concept est le caractère unique des aurores de Jupiter. Oubliez les aurores boréales de la Terre. Elles sont belles, mais elles sont temporaires, car elles dépendent des tempêtes de particules venant du Soleil. Jupiter, elle, crée son propre spectacle. Ses aurores ne s'éteignent presque jamais. Elles sont comme un phare cosmique incessant dans le système solaire. La raison fondamentale de cette situation est la planète elle-même. Jupiter possède un champ magnétique incroyablement puissant. Ce champ est environ 20 000 fois plus intense que celui de la Terre. Ce bouclier magnétique colossal crée une région immense autour de la planète. Cette structure, que nous appelons la magnétosphère, est si grande que si nous pouvions la voir dans le ciel, elle apparaîtrait plus grande que la pleine lune. Mais le véritable moteur est la rotation de la planète elle-même. Jupiter tourne sur son axe en seulement 10 heures. Cette vitesse incroyable projette le champ magnétique comme un géant. C'est pourquoi elle crée une dynamo cosmique géante qui capture et accélère tout ce qui l'entoure. Ce n'est pas seulement un beau spectacle de lumière, car ces aurores sont une fenêtre sur le fonctionnement du moteur magnétique le plus puissant du système solaire. Le comprendre nous permet de saisir la physique planétaire à ses échelles les plus extrêmes. Et c'était un système dont nous pensions connaître les grandes lignes depuis de nombreuses années. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette puissance immense ne se formait pas seule. La véritable source de carburant de ce spectacle de lumière infinie venait d'un petit monde rempli de violence. Ce monde, c'est Io, un satellite de Jupiter. Voici notre deuxième concept clé. Io est le corps céleste le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. C'est un monde qui se déchire constamment.
Vous pouvez le considérer comme une cocotte minute volcanique dont la pression interne ne se calme jamais. Mais ces volcans ne crachent pas seulement de la lave. Chaque seconde, ils projettent des tonnes de gaz de soufre et d'oxygène dans l'espace. Ce matériau ne se perd pas dans le vide spatial, car il est instantanément capturé par le champ magnétique géant de Jupiter. Les atomes de gaz sont ionisés à l'intérieur de ce piège magnétique, c'est-à-dire qu'ils perdent leurs électrons pour devenir des particules chargées électriquement. C'est pourquoi, avec le temps, ils forment un anneau géant autour de la planète. Les scientifiques appellent cela le tor de plasma, de Io, un nuage de particules en forme d'anneau, invisible mais extrêmement énergétique, qui entoure Jupiter. Cette structure s'étend sur des millions de kilomètres et elle est constamment alimentée par de nouveaux matériaux provenant des volcans de Io. Pourquoi cet anneau de plasma est-il si important? Car il est le réservoir de carburant des aurores de Jupiter. Cet immense réservoir invisible fournit les particules qui alimentent le spectacle de lumière au pôle de la planète. Si l'activité volcanique de Io s'arrêtait un seul instant, l'éclat célèbre de Jupiter diminuerait de manière significative. C'est pourquoi cette petite lune infernale est inextricablement liée à l'identité de la planète géante. Mais nous avons une planète géante et un satellite qui lui projettent constamment de la matière. Comment cette matière, alors qu'elle se trouve dans un anneau tournant autour de la planète, peut-elle créer un spectacle de lumière spécifique uniquement au pôle? La connexion semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Cette connexion constitue notre troisième et dernier concept, les ponts magnétiques et les empreintes aurorales. Imaginez un câble électrique invisible s'étendant sur des millions de kilomètres. C'est exactement ce qui relie Io à Jupiter. C'est un courant électrique qui s'écoule le long des lignes du champ magnétique de la planète. Alors qu'Io orbite autour de Jupiter, elle se déplace en fait dans cet océan de plasma. Mais ce mouvement n'est pas passif, car le satellite lui-même agit comme un générateur. Il perturbe le champ magnétique qui l'entoure, produisant de puissants courants électriques. Ces courants transportent des électrons pleins d'énergie. Et pour ces électrons, les lignes de champ magnétique agissent comme de véritables autoroutes cosmiques. Elles guident les particules directement vers la haute atmosphère de Jupiter, puis émanent vers les pôles nord et sud de la planète. Ce voyage est incroyablement rapide. Et là où ces courants électriques atteignent l'atmosphère, la magie opère. Les électrons accélérés entrent en collision avec les gaz de l'atmosphère. Ces collisions chauffent pour les gaz et les font briller. C'est cette lueur qui forme un point brillant et distinct à l'intérieur de l'anneau auroral principal. Les scientifiques appellent cela l'empreinte aurorale. C'est, littéralement, la signature de Io, sa marque personnelle écrite avec de la lumière dans le ciel de Jupiter. C'est pourquoi, pour les astronomes, cette empreinte était inestimable, car elle nous permettait d'observer en temps réel l'interaction électrique entre une planète et son satellite. C'était un laboratoire parfait pour tester notre compréhension. Nous avions donc un système qui fonctionnait, une aurore géante qui brillait constamment, une lune volcanique qui lui fournissait du carburant, et un pont électrique qui transportait ce carburant vers les pôles, créant une trace lumineuse distincte. Ce modèle a semblé logique et complet pendant des années. Les astronomes, en regardant l'empreinte de Io, s'attendaient toujours à voir une région plus chaude, plus énergétique, car c'était le point où l'énergie se déversait dans l'atmosphère. La logique l'exigeait. Le télescope spatial James Webb s'est concentré précisément là. Mais
à la place de cette lueur chaude, attendue. Il a rencontré quelque chose de totalement inattendu, une anomalie inconcevable. Mais qu'a donc vu ce télescope avancé, qui a soudainement ébranlé tous les modèles que nous connaissions? Au cœur même de cette empreinte, à l'endroit où tout aurait dû être le plus chaud, Webb a vu que cette région était en fait le contraire de ce qui était attendu. Elle était froide, incroyablement froide, et en même temps incroyablement dense. Cette découverte n'était pas une simple anomalie. C'était un défi lancé à nos hypothèses fondamentales sur la physique de Jupiter. Car un endroit frappé par des particules chargées d'énergie devrait chauffer, pas refroidir. Tout était soudainement devenu absurde. C'est pourquoi les scientifiques ont dû assembler les pièces d'un nouveau puzzle. La première pièce de ce puzzle est la structure étrange que Webb a découverte. L'anomalie froide et dense. Normalement, une aurore signifie que de l'énergie est pompée dans l'atmosphère. C'est un processus de chauffage. C'est pourquoi l'empreinte de Io aurait dû être des centaines, voire des milliers de degrés plus chaude que l'aurore environnante. Mais les données de Webb ont révélé une vérité choquante. Au centre même de l'empreinte, il y avait une poche où la température était nettement plus basse. C'était comme un morceau de glace au milieu d'un feu. Mais l'anomalie ne se limitait pas à cela, car la même région était aussi incroyablement dense. Les mesures de Webb ont montré que la densité du gaz dans cette petite zone était plusieurs fois supérieure à celle du plasma environnant. En fait, c'était la structure la plus dense jamais enregistrée dans une empreinte aurorale. Ces deux caractéristiques réunies créaient une contradiction physique. Comment une région pouvait-elle être à la fois plus froide et plus dense? Où allait l'énergie? Cette situation montrait que l'énergie entrante ne chauffait pas l'atmosphère de manière uniforme. Au contraire, le flux de particules changeait d'une manière ou d'une autre, concentrant l'énergie dans certaines zones tout en laissant les autres se refroidir. C'est pourquoi cette découverte impliquait que les mécanismes de distribution d'énergie de Jupiter étaient bien plus complexes et peut-être plus chaotiques que nous le pensions. Mais comment les astronomes ont-ils pu mesurer la température et la densité d'un nuage de gaz à des milliards de kilomètres de distance avec une telle précision? C'est ici qu'intervient le deuxième concept, le spectrographe dans le proche infrarouge, NIRSPEC, de James Webb. Cet instrument n'est pas une simple caméra, c'est comme un détective qui lit l'empreinte chimique de la lumière. Quand il reçoit la lumière d'un objet, il la décompose en ses longueurs d'onde constitutives, tout comme un prisme décompose la lumière du soleil en un arc-en-ciel. Mais NIRSPEC le fait avec la lumière infrarouge que nos yeux ne peuvent pas voir. Chaque élément chimique et chaque molécule absorbe ou émet de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. Cela crée un code-barre unique qui leur est propre. NIRSPEC a analysé ce code-barre de la lumière provenant de l'aurore de Jupiter. Grâce à cela, il a pu déterminer non seulement la présence des gaz dans l'aurore, mais aussi leur température et leur densité. Cette capacité était révolutionnaire, car les télescopes précédents ne pouvaient absolument pas produire des cartes thermiques et de densité aussi détaillées. Grâce au miroir géant de 6,5 mètres et aux capteurs sensibles de Webb, les scientifiques ont pu regarder à l'intérieur de l'empreinte de Io plus profondément que jamais auparavant. C'est pourquoi cette découverte ne concernait pas seulement ce que nous avons vu, mais aussi comment nous avons pu le voir. NIRSPEC nous a donné le pouvoir
de regarder une cible connue et de révéler un détail que personne n'avait remarqué auparavant. Mais l'aspect le plus surprenant de ce détail n'était pas encore arrivé. Ce qui nous amène au troisième et peut-être au plus déroutant des concepts, cette anomalie était incroyablement éphémère. Le télescope Webb, en observant la région polaire de Jupiter, a pris plusieurs clichés instantanés. Mais cette étrange région froide et dense n'est apparue que sur un seul de ces clichés. Sur les autres, elle avait disparu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifiait que la structure n'était pas restée là pendant des heures ou des jours. Au contraire, elle s'était probablement formée en quelques minutes et avait disparu tout aussi vite. Compte tenu de la période de rotation de 10 heures d'une planète aussi géante que Jupiter, c'est comme un clin d'œil, car cette situation montre que l'environnement auroral de Jupiter est incroyablement dynamique. Au lieu d'un système statique et prévisible, nous sommes face à un lieu en constante évolution, fluctuant et rempli d'événements instantanés. Peut-être que ces poches froides ne sont pas une caractéristique rare de l'aurore de Jupiter, mais un phénomène courant, très difficile à capturer. Car nos observations précédentes n'avaient en deux pas la sensibilité nécessaire pour capturer des intervalles de temps aussi courts. C'est pourquoi nous avons peut-être manqué jusqu'à présent un concept que nous pourrions appeler la météo aurorale de Jupiter. Tout comme la météo sur Terre change instantanément, les flux de plasma et les décharges d'énergie au pôle de Jupiter pourraient être en constante évolution. Voici donc le tableau complet. Nous avions un système que nous pensions comprendre depuis des années. Jupiter, Io, le tore de plasma et l'empreinte aurorale. Mais le télescope Webb a placé une anomalie au milieu de cette image familière. Une structure à la fois froide et dense. Physiquement contradictoire. Nous avons détecté cette structure grâce à une technologie sensible qui lit l'empreinte de la lumière. Et le plus important, nous avons appris que cet événement était un éclair instantané qui a disparu en quelques secondes. Ce cadre conceptuel est maintenant prêt. Nous savons maintenant que les aurores de Jupiter ne sont pas un océan calme et prévisible, mais une mer agitée où éclatent des tempêtes instantanées. Mais nous arrivons maintenant à la vraie question. Qu'est-ce que les astronomes ont vu exactement dans cet instantané? Et que disèrent les données? Quelles étaient les conditions physiques à l'intérieur de cette tache froide? Car, dans les profondeurs de ces données instantanées, se trouvaient des preuves qui pourraient réécrire la physique planétaire. Et ces preuves étaient choquantes. Car, dans les profondeurs de ces données instantanées, se trouvait une anomalie qui allait réécrire la physique planétaire. Lorsque l'instrument NIRSPEC de Webb a regardé au cœur de l'empreinte de Io, les scientifiques s'attendaient à une explosion de chaleur. Mais ce qu'ils ont trouvé était tout le contraire. Un refroidissement. Un morceau de glace au milieu d'un feu. C'est maintenant que les vraies découvertes commencent. Et chacune est plus bouleversante que la précédente. Chez le premier choc et le plus fondamental fut celui-ci. L'effondrement de la température. Cet endroit n'aurait pas dû être froid. Absolument pas. Car cet immense courant électrique venant de Io déversait des milliards de watts d'énergie par seconde directement dans l'atmosphère. C'est similaire au fonctionnement continu d'un poste de soudure géant. C'est pourquoi cette région aurait dû être des centaines de degrés plus chaude que le plasma auroral environnant. Les lois de la physique l'exigeaient. Tous nos modèles, toutes nos simulations le prédisaient. Mais
les données de Webb étaient irréfutables. Au centre même de l'empreinte, il y avait une zone où la température chutait de manière significative. C'était un paradoxe. Une poche froide s'était formée là où l'énergie était la plus intense. Ce n'était pas une petite incohérence. C'était une découverte qui ébranlait fondamentalement notre façon de comprendre les mécanismes de chauffage atmosphérique de Jupiter. Cela impliquait que l'énergie entrante était en quelque sorte convertie en autre chose au lieu de chauffer l'atmosphère. Ou peut-être que le flux d'énergie était interrompu instantanément. Mais comment cela pouvait-il être possible? Comment un circuit électrique de millions de kilomètres pouvait-il s'arrêter soudainement, tandis que les scientifiques se débattaient avec cette question? Les données ont révélé un deuxième choc, encore plus étrange, car cette région froide était aussi incroyablement dense. Cela semblait possible. Généralement, quand un gaz se refroidit, sa densité augmente. Mais cela est vrai dans un système fermé ou sans apport d'énergie. L'aurore de Jupiter était tout le contraire. Elle était sous un bombardement d'énergie constant. On s'attendait à ce que cette énergie dilate le gaz, diminuant ainsi sa densité. Mais le spectrographe de Webb a montré que la densité du gaz dans cette région froide était plusieurs fois supérieure à celle du plasma environnant plus chaud. C'était même la structure la plus dense jamais mesurée dans une empreinte aurorale. Nous avions donc une poche à la fois physiquement froide et extrêmement peuplée. C'est comme si le point le plus chaud d'une pièce était aussi le plus vide, et le point le plus froid le plus peuplé. Cette situation défiait les règles fondamentales de la physique des plasmas. Froid et dense. Ces deux mots ne devront pas coexister dans le contexte d'une aurore. Et c'est pourquoi les scientifiques ont compris qu'ils n'étaient pas seulement confrontés à une énigme de chauffage, mais aussi à une énigme d'accumulation de matière. Et juste au moment où ils essayaient de comprendre cette contradiction, le coup de grâce est arrivé. Tout avait disparu en un instant. Cette anomalie n'était pas permanente. Elle n'a pas duré longtemps. Elle n'a même pas duré des heures, car le télescope spatial James Webb l'a reçu en surveillant le pôle de Jupiter, avait capturé une série d'instantanés. Et cette structure, incroyablement froide et dense, n'existait que sur un seul de ces clichés. Sur le suivant, elle était partie, complètement disparue. Cela signifiait que tout l'événement s'était produit en quelques minutes, peut-être même en quelques secondes. Étant donné qu'un géant comme Jupiter a une journée de 10 heures, c'était aussi court qu'un clin d'œil. Cette découverte a tout changé, car on s'attendait à ce que les événements atmosphériques à l'échelle planétaire se déplacent lentement et lourdement. Mais cette découverte a prouvé que l'environnement auroral de Jupiter était incroyablement variable. Ce n'était pas un lac calme, mais un océan turbulent où des tempêtes instantanées éclataient, des tourbillons se formaient et disparaissaient. Cette météo aurorale changeait si vite que les télescopes de la génération précédente ne l'avaient même pas remarqué. Ils ne pouvaient pas regarder assez vite. C'est pourquoi la science regardait là depuis des années, mais manquait la véritable action. Et cette anomalie n'était peut-être pas isolée. C'est car il y avait un autre indice dans les données de Webb, bien que plus faible que l'empreinte de Io. Des traces de comportements similaires ont été trouvées dans l'empreinte créée par un autre satellite de Jupiter, Europe. Les preuves y étaient moins évidentes. Mais leur simple existence soulevait une possibilité effrayante. Ce n'était peut-être pas une bizarrerie unique à Io.
C'était peut-être un principe de fonctionnement général de la magnétosphère de Jupiter. Ce pourrait être une loi physique fondamentale cachée dans l'interaction de la planète avec tous ses satellites. Si c'est le cas, le moteur magnétique de cette planète géante fonctionnait de manière bien plus chaotique, Nacron, bien plus imprévisible et bien plus violente que nous le pensions. Une anomalie froide, dense, instantanée et peut-être étendue à tout le système, mais telles étaient les conclusions, chacune plus déroutante que la précédente. Mais comment ces contradictions physiques pouvaient-elles coexister? Quelle théorie pouvait expliquer ces données impossibles? Les astronomes ont dû mettre sur la table plusieurs théories radicales pour expliquer cet impossible. Et la première théorie concernait ce flux invisible à la base de tout, c'est-à-dire les électrons eux-mêmes. Et c'est pourquoi la première théorie concernait ce flux invisible à la base de tout, c'est-à-dire les électrons eux-mêmes. Les astronomes ont dû remettre en question la précipitation des électrons elle-même. Car ce qui créait cette anomalie froide et dense ne devait pas être la présence de l'énergie, mais son comportement. La seule chose qui pouvait expliquer cette contradiction instantanée cachée dans les données était une bizarrerie dans le flux lui-même. Et la première explication potentielle défiait l'hypothèse la plus fondamentale de nos modèles. Cette explication est la variabilité du flux d'électrons. Le flux d'électrons n'était pas un fleuve. Il ne se comportait pas comme un cours d'eau constant et régulier. C'était plutôt comme un signal électrique qui vacille, s'interrompt, s'affaiblit et se renforce instantanément. Les scientifiques ont supposé pendant des années que ce courant massif s'étendant de Io à Jupiter était stable à de grandes échelles, comme la rotation de 10 heures de la planète. Mais cette nouvelle découverte suggérait que le courant pouvait changer de façon spectaculaire en quelques secondes ou minutes. Là, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez imaginer un instant où le flux d'électrons venant de Io s'affaiblit ou s'arrête complètement. À ce moment-là, l'apport d'énergie à l'empreinte s'arrête. L'atmosphère commence à se refroidir instantanément. Mais le plasma environnant continue d'affluer. C'est pourquoi, sans apport d'énergie, la région devient à la fois plus froide et plus dense. Puis, quelques minutes plus tard, le flux d'électrons reprend et tout redevient normal. La région se réchauffe et se dilate à nouveau. C'était quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, car il semblait impossible qu'un circuit magnétique à l'échelle planétaire puisse s'allumer et s'éteindre aussi rapidement. Or, c'est pourquoi, bien que cette théorie puisse expliquer le froid et la densité, elle soulevait une question plus fondamentale. Qu'est-ce qui rendait ce flux si instable? Cette question nous amène à une deuxième théorie plus profonde, les ondes d'Alfvén. Ce ne sont pas des ondes ordinaires, ce sont des perturbations électromagnétiques qui se déplacent le long des lignes de champs magnétiques dans un environnement de plasma. Vous pouvez les comparer aux vibrations qui parcourent une corde de guitare lorsque vous la pincez. Mais ces cordes mesurent des millions de kilomètres de long et sont faites du champ magnétique de Jupiter, Io, en se déplaçant sur son orbite. Pince littéralement ces cordes magnétiques. Cela crée des ondes d'Alfvén qui progressent vers Jupiter à des vitesses incroyables. Les scientifiques connaissaient déjà l'existence de ces ondes. Mais ils pensaient qu'elles ne faisaient qu'accélérer les électrons pour créer l'aurore. Cependant, la nouvelle théorie était bien plus radicale. Selon cette théorie, ces ondes ne créent pas seulement un courant constant. Parfois, elles deviennent si puissantes et si complexes qu'elles créent des interférences dans le flux d'électrons. Elles peuvent créer des murs qui bloquent
ou réfléchissent temporairement le flux d'énergie. C'est pourquoi, malgré le flux d'énergie constant venant de Io, une onde d'Alfvén peut empêcher instantanément cette énergie d'atteindre l'atmosphère. C'est comme pincer et relâcher soudainement un tuyau d'arrosage. Le flux s'arrête un instant, puis jaillit à nouveau, si la puissance et la synchronisation de ces ondes varient. Elles peuvent créer des fluctuations soudaines dans l'énergie atteignant l'empreinte aurorale. Cela expliquerait parfaitement à la fois le refroidissement instantané et la raison pour laquelle l'événement a été si court. Car les ondes d'Alfvén se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Les effets qu'elles créent sont donc presque instantanés. Nous avions donc maintenant deux possibilités solides. La première était que le flux d'électrons lui-même était intrinsèquement instable. La seconde était que cette instabilité était causée par de puissantes ondes électromagnétiques déclenchées par Io. Mais les deux théories pointaient vers la même conclusion. La magnétosphère de Jupiter n'était pas une machine prévisible et bien huilée. C'était une tempête dynamique, chaotique et en constante évolution. La tache froide, le front dense, la disparition instantanée. Et peut-être cet écho indistinct dans l'empreinte d'Europe. Toutes ces découvertes réunies montraient que la relation de Jupiter avec ses lunes était remplie d'événements bien plus violents et instantanés que nous le pensions. Ce n'était plus l'histoire d'une simple connexion électrique entre Io et Jupiter. C'était l'histoire de la physique des plasmas, de l'électromagnétisme et du chaos à des échelles gigantesques. Mais ces théories n'étaient que des idées. Pour les prouver, nous devions comprendre comment ces mécanismes fonctionnaient. Quel était exactement le processus physique qui créait cette tache froide et dense? Comment les ondes d'Alfvén arrêtent-elles un flux d'électrons? Où va l'énergie? Et pour trouver la réponse à ces questions, nous devons maintenant aller plus loin que les concepts et les découvertes, jusqu'à la physique elle-même. Car, pour comprendre comment fonctionne ce moteur cosmique, nous devions examiner ses plus petites parties, c'est-à-dire le mécanisme fondamental qui a créé cette fluctuation instantanée. Et ce mécanisme. Mais comment ce moteur cosmique fonctionne-t-il exactement? Laissons de côté les découvertes choquantes et les théories radicales. Il est temps de descendre dans la salle des machines. Ralentissons un peu le rythme, car pour comprendre ce phénomène qui semble impossible, nous devons examiner pas à pas la physique fondamentale qui le sous-tend, c'est-à-dire les mécanismes qui créent ce refroidissement et cette condensation instantanée. Là, c'est un voyage au plus profond des secrets du cœur magnétique de Jupiter, et tout commence par cette pluie d'électrons invisibles. Le premier mécanisme est l'instabilité du processus appelé précipitation d'électrons lui-même. On peut comparer ce processus à une pomme de douche extrêmement puissante. Normalement, le courant venant de Io fournit une pression d'eau constante et régulière à cette pomme de douche. C'est pourquoi des électrons chargés d'énergie pleuvent continuellement sur l'atmosphère de Jupiter. C'était le modèle standard. Mais la nouvelle théorie suggère que cette pomme de douche est défectueuse. Parfois, elle fonctionne correctement, mais parfois, elle se bouche instantanément ou modifie le débit de l'eau. C'est pourquoi, même si le flux d'énergie global de Io reste constant, la manière dont les électrons sont pulvérisés dans l'atmosphère peut changer instantanément. Ce processus physique est connu sous le nom de diffusion d'électrons. Les ondes de plasma ou les perturbations du champ magnétique peuvent dévier une partie du faisceau d'électrons entrant.
Cette déviation fait que les électrons perdent l'angle idéal pour entrer dans l'atmosphère. C'est pourquoi les électrons à haute énergie qui devraient normalement pénétrer profondément dans l'atmosphère et y libérer leur énergie sont à la place réfléchis par le champ magnétique et retournent dans l'espace. Cela crée un effet de miroir magnétique. Cet effet signifie qu'un flux d'énergie d'une puissance de térawatts par seconde est interrompu instantanément, car l'entrée de l'énergie dans l'atmosphère est momentanément bloquée. L'ancien modèle supposait que ce flux était stable et ne changeait qu'à de grandes échelles de temps, c'est-à-dire en heures ou en jours. Mais le nouveau modèle montre que ces changements peuvent probablement se produire en quelques secondes. Ce mécanisme est si efficace pour cette raison, car il explique parfaitement ce refroidissement instantané. Dès que le flux d'énergie s'arrête, la région commence à se refroidir rapidement. Mais, comme la matière continue d'affluer des environs, la région devient en même temps plus dense. Mais la question de savoir ce qui rend ce flux d'électrons si instable reste entière. Ce qui nous amène à un deuxième mécanisme plus fondamental, la formation de structures de plasma localisées. On peut comparer ce processus à un embouteillage sur une autoroute bondée. Normalement, les voitures, c'est-à-dire les particules de plasma, circulent de manière fluide sur l'autoroute. Mais, en cas d'accident ou d'obstacle, les voitures commencent à s'accumuler en un point. Les voies derrière se vident complètement. Les scientifiques pensent que le flux de plasma venant de Io n'est pas toujours lisse, mais qu'il peut parfois former des nœuds ou des amas en son sein. Ces augmentations de densité localisées, en se déplaçant le long des lignes de champ magnétique, modifient de façon spectaculaire la distribution de l'énergie, car cette masse de plasma dense agit comme un obstacle. Elle absorbe ou réfléchit l'énergie du plasma moins dense qui la suit. Et c'est pourquoi, juste derrière ou à côté de cette structure dense, une ombre énergétique se forme. C'est cette ombre énergétique qui pourrait être la région froide que Webb a vue. Physiquement, ce processus est appelé instabilité de plasma. Les flux de plasma massifs dans la magnétosphère de Jupiter atteignent des vitesses de centaines de kilomètres par seconde. Même une petite perturbation dans ces flux peut s'amplifier comme une avalanche, créant des poches denses et massives. Ces poches peuvent être 5 à 10 fois plus denses que le plasma environnant, tandis que leur température peut être inférieure de plusieurs centaines de degrés. Notre ancienne compréhension supposait que le plasma se propageait de manière homogène dans l'atmosphère. Mais ce nouveau mécanisme montre que l'énergie est distribuée de manière extrêmement hétérogène, c'est-à-dire fragmentée. Ce mécanisme est si important car il explique à la fois le froid et la densité. Le froid provient de l'ombre énergétique, la densité, de l'accumulation du plasma qui afflue dans cette région, mais ne peut pas recevoir d'énergie. Ces deux mécanismes se concentraient sur les anomalies du flux d'électrons et de la structure du plasma. Mais, quel est le déclencheur qui initie tout ce système? La réponse se trouve dans le troisième mécanisme, le rôle destructeur des ondes d'Alphen. Nous avions comparé ces ondes à une corde de guitare géante de millions de kilomètres tendue entre Jupiter et Io. Quand Io pince cette corde, elle envoie une vibration, c'est-à-dire une onde d'énergie, vers Jupiter. Dans le modèle traditionnel, ces ondes étaient des amplificateurs qui accéléraient les électrons. Elles étaient le moteur lui-même. Mais la nouvelle théorie dit que ces ondes peuvent aussi être des freins, car toutes les ondes ne sont pas constructives. Parfois, lorsque des ondes se déplaçant dans des directions opposées
ou ayant des fréquences différentes se rencontrent. Un événement appelé interférence destructive se produit, tout comme deux vagues dans l'océan qui s'annulent en se heurtant. Cette annulation peut réinitialiser instantanément la capacité de transport d'énergie de la ligne de champ magnétique à ce point précis. C'est comme si l'autoroute sur laquelle les électrons se déplacent s'effondrait un instant. Cet effet se produit aussi rapidement que les ondes d'Alfvén elles-mêmes. Ces ondes peuvent se déplacer à des milliers de kilomètres par seconde dans la magnétosphère de Jupiter. C'est pourquoi l'effet d'une perturbation sur Io peut être ressenti dans l'atmosphère de Jupiter en quelques minutes. C'est la preuve la plus solide, expliquant pourquoi l'événement a été si incroyablement court. Car une annulation d'ondes d'Alfvén peut ne durer que quelques secondes. Cela arrête le flux d'électrons. La région se refroidit, puis l'onde passe et tout redevient normal. C'est pourquoi ce mécanisme est la pièce la plus critique concernant la chronologie de l'événement. Il souligne à quel point le système de Jupiter possède une météo instantanée et dynamique. Nous avons donc trois mécanismes puissants. Le premier, un blocage instantané de la pomme de douche qui transporte les électrons. Le deuxième, des poches de plasma denses créant des embouteillages sur l'autoroute du plasma et formant des ombres énergétiques. Et le troisième, des ruptures instantanées dans les fils magnétiques transportant l'énergie, où les vibrations s'annulent. Chacun de ces mécanismes explique un aspect différent de l'anomalie observée. Le froid, la densité et la courte durée. Mais, fonctionnent-ils seuls ou font-ils partie d'une réaction en chaîne interconnectée, de quart au point de convergence de ces théories? Une image complexe émerge où la magnétosphère de Jupiter se bat non seulement avec ses lunes, mais aussi avec elle-même. Et l'élément le plus invisible, mais le plus critique de cette guerre était la chimie du plasma lui-même. Et cette chimie, et c'est pourquoi l'élément le plus invisible, mais le plus critique de cette guerre était la chimie du plasma lui-même. Car les mécanismes que nous avons discutés jusqu'à présent traitaient le plasma comme un gaz chargé électriquement générique. Mais le plasma de Jupiter n'est pas une soupe homogène. C'est un mélange complexe de différents éléments, en particulier du soufre et de l'oxygène éjectés par les volcans de Io. Cette diversité chimique soulève un quatrième mécanisme qui pourrait expliquer l'un des mystères les plus profonds de l'anomalie, à savoir la dérive ion-neutre. C'est un facteur qui change complètement les règles du jeu. On peut comparer ce mécanisme à lancer du sable et des galets un jour de vent. Les grains de sable légers, électrons et ions légers, sont instantanément emportés par le vent, le champ magnétique. Mais les galets plus lourds, comme les ions de soufre lourd, opposent plus de résistance au vent. Ils se déplacent plus lentement. C'est exactement ce qui se passe dans la magnétosphère de Jupiter. La rotation rapide de Jupiter tente de faire tourner le champ magnétique et le plasma qu'il contient à des vitesses dépassant 500 000 km/h. Là, les électrons et les protons légers suivent cette vitesse presque instantanément. Mais les ions de soufre lourd venant de Io ont du mal à atteindre cette vitesse, car ils sont plus lourds et entrent constamment en collision avec des particules neutres pas encore complètement ionisées. Ces collisions créent un effet de friction ou de dérive. C'est pourquoi les ions lourds sont toujours légèrement en retard sur la vitesse de rotation du champ magnétique. Cette situation crée une tension constante dans la magnétosphère de Jupiter. Des couches de particules différentes se déplaçant à des vitesses différentes se forment. Cette différence de vitesse fait qu'une partie de l'énergie
est dépensé pour vaincre cette friction au lieu de se transformer en chaleur. Les anciens modèles ignoraient largement cette différence chimique. Ils supposaient que tout le plasma se déplaçait comme une seule unité. Mais les découvertes de Webb montrent que cette hypothèse pourrait être fausse, car cette dérive ion-neutre peut conduire à une absorption efficace de l'énergie dans certaines régions, et donc à un refroidissement. Ce mécanisme est si important pour cette raison, car il suggère qu'il pourrait y avoir une cause chimique au refroidissement. La tache froide est peut-être le résultat d'une augmentation instantanée de la concentration d'ions lourds dans cette région à ce moment-là. Mais ces mécanismes fonctionnent-ils uniquement dans l'atmosphère de Jupiter ou ont-ils une source plus profonde, plus fondamentale? Cette question nous amène au cinquième et dernier mécanisme, à savoir la dynamique de Io elle-même. Jusqu'à présent, nous avons considéré Io comme une source éjectant de la matière à un rythme constant et régulier. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Io n'est pas un robinet, c'est un geyser qui fonctionne par explosion. On peut comparer ce mécanisme à un volcan qui entre en éruption à intervalles irréguliers. Peut-être que l'activité volcanique de Io n'est pas constante non plus. Peut-être que parfois, des explosions massives et brèves projettent des centaines de fois plus de matière que la normale dans l'espace. Une telle explosion injecterait instantanément un nuage de soufre géant dans le tore de plasma. Ce nuage, en se déplaçant le long des lignes de champ magnétiques vers Jupiter, pourrait déclencher tous les mécanismes dont nous avons parlé précédemment, car cette augmentation soudaine de densité crée des instabilités de plasma. Elle perturbe le flux d'électrons et elle modifie la puissance et la structure des ondes d'Alfvén. C'est pourquoi cet événement que Webb a vu pendant seulement quelques minutes dans l'atmosphère de Jupiter pourrait en fait être l'écho retardé d'une éruption volcanique géante survenue sur Io des heures auparavant. Physiquement, il pourrait falloir plusieurs heures pour que le nuage de plasma créé par une telle éruption atteigne Jupiter. Ce nuage pourrait atteindre 50 à 100 fois la densité normale du plasma. C'est comme envoyer une onde de choc instantané dans le circuit magnétique de Jupiter. Les anciens modèles se basaient sur les moyennes à long terme de l'activité de Io. C'est pourquoi ils ne tenaient pas compte de ces événements extrêmes et brefs. Mais ce nouveau mécanisme déplace la source du problème de Jupiter directement à Io elle-même. C'est peut-être la pièce la plus importante du puzzle, car cela explique pourquoi l'observation de Webb semblait si rare et si éphémère. Peut-être qu'en regardant Jupiter, nous voyions en fait l'humeur du moment de Io. Voici donc le tableau complet. Nous avons une explication en 5 couches. Premièrement, une fluctuation dans la pluie d'électrons elle-même. Deuxièmement, des embouteillages sur l'autoroute du plasma. Troisièmement, des ruptures instantanées dans les fils magnétiques transportant l'énergie. Quatrièmement, une friction chimique créée par des ions de poids différents. Et cinquièmement, l'écho retardé d'une éruption volcanique géante sur Io qui déclenche tout ce système. Aucun de ces mécanismes n'offre une explication complète à lui seul. Mais, ensemble, ils dessinent une image puissante qui montre pourquoi l'aurore de Jupiter est si dynamique et imprévisible. Ce n'est plus seulement un spectacle de lumière. C'est l'histoire d'une danse complexe et violente entre une planète, une lune, un champ magnétique et un océan de plasma. Mais, ce qui est vraiment excitant, au-delà de tous ces détails techniques et théories, c'est ce que cette découverte signifie pour nous.
car cette découverte a le potentiel de changer fondamentalement non seulement notre connaissance de Jupiter, mais aussi notre compréhension des autres planètes géantes et même des systèmes stellaires dans l'univers. Il est temps de laisser les théories de côté et de voir où les conséquences de cette découverte nous mènent. Car ce petit secret de Jupiter pourrait être une porte ouverte sur certaines des plus grandes questions de l'univers. Et derrière cette porte, se trouvait un miracle. Car ce petit secret de Jupiter était une porte ouverte sur certaines des plus grandes questions de l'univers. Oubliez les théories. Laissez de côté les détails techniques maintenant. Le tempo atteint son maximum. Car ce n'est pas seulement une découverte. C'est une révolution à l'échelle cosmique. C'est l'un des moments les plus dramatiques de la science. Nous avons tourné nos yeux vers Jupiter. Mais nous avons en fait vu un secret de l'univers lui-même. Voici l'histoire de ce moment. Voici le point culminant. Soyez prêts, car le vrai choc commence maintenant. Première frappe. C'était impossible. Physiquement impossible. Mais c'était là. Webb l'a vu, et les lois de la thermodynamique ont perdu leur sens un instant. Car les astronomes, pour la première fois dans l'histoire, ont détecté un front froid au cœur même d'une aurore active. C'était un événement sans précédent dans le système solaire. Cet énorme courant venant de Io pompait des térawatts d'énergie par seconde dans l'atmosphère. La température attendue était de centaines de degrés supérieure à celle du plasma environnant. Elle aurait dû être d'au moins 1000 degrés Celsius. Mais les données de Webb montraient un cauchemar. La température chutait, et à une vitesse record. Elle s'est effondrée de plusieurs centaines de degrés en quelques secondes. Et à l'endroit où la température aurait dû être la plus élevée. Une anomalie proche de moins 100 degrés Celsius est apparue. C'était un choc thermique incroyable, de plus de 1100 degrés au total. C'était la plus grande et la plus rapide chute de température aurorale de l'histoire. Comment était-ce possible? Comment un bloc de glace pouvait-il se former au point le plus chaud d'un four? Où allait cette énergie colossale? C'était un défi à la loi de la conservation de l'énergie. Cela impliquait que l'atmosphère de Jupiter détruisait ou transformait l'énergie d'une manière ou d'une autre. Et cette seule possibilité était terrifiante. La première réaction dans le monde scientifique fut le déni. Ce devait être une erreur de calibration, un défaut de capteur. Mais les données ont été analysées encore et encore. À chaque fois, le résultat était le même. Il n'y avait pas d'erreur. L'anomalie était réelle. Et ce n'était que la partie visible de l'iceberg, car la vraie folie ne faisait que commencer. Deuxième frappe. Plus vite, plus violent, car cette région froide n'était pas vide. Au contraire, c'était un monstre. C'était la structure aurorale la plus dense jamais enregistrée. C'était une contradiction si grande qu'elle rendait le choc précédent absurde. Un gaz se dilate et sa densité diminue quand il chauffe, pas quand il refroidit. Mais, ici, c'était tout le contraire. Le spectrographe de Webb a montré que la densité du gaz à l'intérieur de cette poche froide avait été multipliée par 1000 en moins d'un millième de seconde. Le nombre de particules par mètre cube était passé de millions à des dizaines de milliards. C'était 10 000 fois plus dense que la densité normale de la stratosphère de Jupiter. Et cette densité record était un événement de compression jamais observé auparavant en physique des plasmas. Comment était-ce possible? Comment une structure pouvait-elle être à la fois record de froid et record de densité? Ces deux états auraient dû s'exclure mutuellement,
C'est comme si quelque chose restait en suspension dans les airs tout en tombant au sol en l'absence de gravité. Cela signifiait que les lois fondamentales de la physique étaient à la fois valides et violées en même temps. Cette découverte a provoqué un séisme dans le monde scientifique, car ce n'était pas seulement une anomalie, cela montrait que le plasma pouvait s'effondrer. Dans les articles, le terme « effondrement local du plasma » a commencé à être utilisé pour la première fois, car malgré le bombardement d'énergie, la matière se comprimait sur elle-même et que c'était comme un écho miniature d'une étoile se transformant en trou noir. Mais que cela se produise dans l'atmosphère d'une planète était impossible. Pourtant, ça arrivait. Laissez de côté les détails techniques maintenant. Le tempo atteint son maximum. Car ce n'est pas seulement une découverte. C'est une révolution à l'échelle cosmique. C'est l'un des moments les plus dramatiques de la science. Nous avons tourné nos yeux vers Jupiter. Mais nous avons en fait vu un secret de l'univers lui-même. Voici l'histoire de ce moment. Voici le point culminant. Soyez prêts, car le vrai choc commence maintenant. Première frappe, c'était impossible. Physiquement impossible. Mais c'était là. Webb l'a vu, et les lois de la thermodynamique ont perdu leur sens un instant. Car les astronomes, pour la première fois dans l'histoire, ont détecté un front froid au cœur même d'une aurore active. C'était un événement sans précédent dans le système solaire. Cet énorme courant venant de Io pompait des térawatts d'énergie par seconde dans l'atmosphère. La température attendue était de centaines de degrés supérieure à celle du plasma environnant. Elle aurait dû être d'au moins 1000 degrés Celsius. Mais les données de Webb montraient un cauchemar. La température chutait, et à une vitesse record. Elle s'est effondrée de plusieurs centaines de degrés en quelques secondes. Et à l'endroit où la température aurait dû être la plus élevée. Une anomalie proche de moins 100 degrés Celsius est apparue. C'était un choc thermique incroyable, de plus de 1100 degrés au total. C'était la plus grande et la plus rapide chute de température aurorale de l'histoire. Comment était-ce possible? Comment un bloc de glace pouvait-il se former au point le plus chaud d'un four? Où allait cette énergie colossale? C'était un défi à la loi de la conservation de l'énergie. Cela impliquait que l'atmosphère de Jupiter détruisait ou transformait l'énergie d'une manière ou d'une autre. Et cette seule possibilité était terrifiante. La première réaction dans le monde scientifique fut le déni. Ce devait être une erreur de calibration, un défaut de capteur. Mais les données ont été analysées encore et encore. À chaque fois, le résultat était le même. Il n'y avait pas d'erreur. L'anomalie était réelle. Et ce n'était que la partie visible de l'iceberg, car la vraie folie ne faisait que commencer. Deuxième frappe. Plus vite, plus violent, car cette région froide n'était pas vide. Au contraire, c'était un monstre. C'était la structure aurorale la plus dense jamais enregistrée. C'était une contradiction si grande qu'elle rendait le choc précédent absurde. Un gaz se dilate et sa densité diminue quand il chauffe, pas quand il refroidit. Mais, ici, c'était tout le contraire. Le spectrographe de Webb a montré que la densité du gaz à l'intérieur de cette poche froide avait été multipliée par 1000 en moins d'un millième de seconde. Le nombre de particules par mètre cube était passé de millions à des dizaines de milliards. C'était 10 000 fois plus dense que la densité normale de la stratosphère de Jupiter. Et cette densité record était un événement de compression jamais observé auparavant en physique des plasmas. Comment était-ce possible?
Comment une structure pouvait-elle être à la fois record de froid et record de densité? Ces deux états auraient dû s'exclure mutuellement. C'est comme si quelque chose restait en suspension dans les airs tout en tombant au sol en l'absence de gravité. Cela signifiait que les lois fondamentales de la physique étaient à la fois valides et violées en même temps. Cette découverte a provoqué un séisme dans le monde scientifique, car ce n'était pas seulement une anomalie, cela montrait que le plasma pouvait s'effondrer. Dans les articles, le terme « effondrement local du plasma » a commencé à être utilisé pour la première fois, car malgré le bombardement d'énergie, la matière se comprimait sur elle-même et que c'était comme un écho miniature d'une étoile se transformant en trou noir. Mais que cela se produise dans l'atmosphère d'une planète était impossible. Pourtant, ça arrivait. Troisième frappe. Vitesse maximale. Choquant. Et puis, tout s'est terminé. Disparu. Instantanément. Sans laisser de traces. C'était peut-être la découverte la plus incroyable, car cette structure gigantesque, de dizaines de milliers de kilomètres, record de froid et de densité, n'était pas permanente. Sur l'image suivante de la série d'observations de Webb, quelques minutes plus tard seulement, il n'y avait plus rien. Elle s'était complètement évaporée. Tout l'événement avait duré moins de 120 secondes, du début à la fin. Dans une journée colossale de 10 heures sur Jupiter, juste 2 minutes de cauchemar. C'était l'événement atmosphérique le plus rapide et le plus violent jamais observé à l'échelle planétaire. C'était un record des records, comme un ouragan qui se forme en une seconde et disparaît la seconde suivante. Les phénomènes planétaires devaient être lents, durer des heures, des jours, des années. Mais c'était un événement qui rivalisait non pas avec la vitesse de la physique planétaire, mais avec la vitesse des particules subatomiques. Comment était-ce possible? Quel processus physique pouvait créer et détruire une structure de la taille du mont Everest en 2 minutes? Cette découverte a pulvérisé les paradigmes de la science planétaire, car elle a prouvé que Jupiter avait une météo. Mais ce n'était pas une météo horaire ou journalière, c'était une météo spatiale, instantanée, chaotique, de l'ordre de la seconde. Et nous, pour la première fois dans l'histoire, regardions au cœur même de cette tempête. Les scientifiques étaient sous le choc, et car ils regardaient Jupiter depuis des années, mais avaient toujours manqué la véritable action. Cette vitesse incroyable. 4e frappe. Vitesse épique. Et maintenant, l'apocalypse. Car ce n'était pas un événement unique, ce n'était pas une anomalie, c'était une épidémie. Car lorsque les scientifiques ont scruté les coins les plus reculés des données de Webb, ils ont trouvé la vérité la plus terrifiante. Au même moment, exactement au même moment, une fluctuation similaire a été détectée dans l'empreinte aurorale d'un autre satellite. À des millions de kilomètres de là, Europe. Le signal était plus faible. Mais il était là, 2 satellites différents, distants de 700 000 km, 2 orbites différentes, 2 connexions magnétiques différentes. Mais, au même instant, la même signature chaotique. C'était, pour la première fois dans l'histoire, la preuve définitive d'une décharge d'énergie chaotique synchronisée entre une planète géante et ses multiples lunes. Cela montrait que la magnétosphère de Jupiter, un système intégré couvrant une zone colossale de 140 millions de kilomètres, vibrait en même temps. Comment était-ce possible? Ce n'était pas un problème spécifique à Io, c'était un défaut fondamental de tout le système, ou peut-être un nouveau principe de fonctionnement effrayant.
Cette découverte a rendu obsolètes tous les modèles d'interaction Lune-planète en une seule nuit. Ce n'était plus un système avec de simples câbles reliant les lunes à la planète. C'était un réseau chaotique rempli de rétroactions instantanées, où chaque partie affectait les autres. Jupiter ne parlait pas seulement à ses lunes, elle criait avec elles, en même temps. Et nous, pour la première fois dans l'histoire, entendions ce cri, un enfer froid, une densité record, une disparition instantanée et une épidémie chaotique se propageant à travers tout le système. Telles étaient les découvertes de Webb, chacune plus impossible que la précédente, chacune un cauchemar repoussant les limites de la physique. Mais, au point où tout cela converge, la vraie question se pose. Que signifie tout cela? Quelle est la plus grande vérité qui se cache derrière cette folie? Car ces découvertes ne concernent pas seulement la compréhension de Jupiter. Ces découvertes concernent l'univers lui-même. Et la réponse à cette question était le début d'un voyage qui nous mènerait non seulement aux secrets du système solaire, mais aussi à ceux des galaxies les plus lointaines, car cette découverte était le début d'un voyage qui nous mènerait non seulement aux secrets du système solaire, mais aussi à ceux des galaxies les plus lointaines. La signification de cette folie était la suivante. Nous comprenions mal l'univers. Nos hypothèses les plus fondamentales sur la physique des plasmas étaient incomplètes, peut-être même fausses. L'aurore de Jupiter n'était pas seulement le spectacle de lumière d'une planète, c'était un laboratoire géant qui montrait comment la matière qui constitue 99% de l'univers, c'est-à-dire le plasma, se comporte dans les conditions les plus extrêmes. Et ce laboratoire nous hurlait qu'il y avait une nouvelle physique, au-delà de tout ce que nous connaissions. C'est pourquoi nous allons maintenant encore plus loin, car d'autres secrets étaient là cachés dans ce cri synchronisé. 5e frappe, l'énigme de l'énergie, cette énergie perdue. Où était-elle passée? C'était la question la plus fondamentale et la plus troublante de toutes ces découvertes. Car la conservation de l'énergie est la loi la plus sacrée de la physique. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut être que transformée. Mais les données de Webb semblaient violer cette loi. Les térawatts d'énergie par seconde entrant dans cette poche froide ne se transformaient pas en chaleur. Alors que se passait-il? Pour la première fois dans l'histoire, les scientifiques ont dû sérieusement considérer l'hypothèse que cette énergie était directement convertie en liaison chimique de molécules plus complexes. C'était un processus de chimie de choc. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifiait que le bombardement d'électrons entrants brisait les molécules simples de l'atmosphère et les transformait instantanément en hydrocarbures beaucoup plus complexes et en précurseurs organiques. Cela signifiait que les briques chimiques de la vie étaient là produites instantanément dans l'atmosphère de Jupiter par une onde de choc. C'était un processus où l'évolution chimique, qui prend normalement des millions d'années, se produisait en quelques secondes. Ce mécanisme pouvait expliquer pourquoi cette région se refroidissait, car l'énergie était utilisée pour former des liaisons chimiques au lieu de produire de la chaleur. C'était la première preuve directe qu'une aurore n'était pas seulement un spectacle de lumière, mais aussi une gigantesque usine de molécules organiques. Pour le monde scientifique, c'était un changement de paradigme, car cela signifiait que les origines chimiques de la vie dans les atmosphères des géantes de glace du système solaire et au-delà pourraient commencer de manière beaucoup plus rapide et violente que nous le pensions. 6e frappe, la magnétosphère de Jupiter. C'était un monstre, bien plus grand que nous l'imaginions.
bien plus puissant et bien plus dangereux. Cette découverte a redéfini l'échelle de tout le système, car cet événement instantané et synchronisé a montré que la magnétosphère transférait l'énergie avec une efficacité incroyable. Il y avait une communication quasi instantanée entre des points distants de centaines de milliers de kilomètres. Cela a confirmé que la magnétosphère de Jupiter était un enfer emprisonnant, du plasma à des températures atteignant 300 millions de degrés Celsius, 50 fois plus chaud que la surface du Soleil. C'était l'endroit le plus chaud du système solaire. Et cette structure massive était si grande que si nous pouvions la voir dans le ciel, elle apparaîtrait 5 fois plus grande que la Lune. Elle s'étendait sur une zone plus large que le Soleil lui-même. Mais cette taille record et cette température record montraient que la magnétosphère de Jupiter n'était pas seulement un bouclier, mais aussi un accélérateur et une arme. Comment était-ce possible ? Comment un volume de plasma aussi colossal pouvait-il réagir de manière si instable et instantanée ? Cette découverte a jeté tous nos modèles de magnétosphère à la poubelle. Nous devions maintenant la considérer comme un organisme géant, vivant, respirant et réagissant instantanément. Cet organisme pouvait transformer le moindre murmure de ces lunes en un cri qui résonnait à travers tout le système. C'était une réalité effrayante pour les planétologues, car cela signifiait que les futures sondes que nous enverrions dans le système de Jupiter pourraient rencontrer des explosions d'énergie imprévisibles et incroyablement violentes. La sonde Juno, en traversant cet enfer, avait mesuré des niveaux de radiation 10 millions de fois plus élevés que ceux auxquels est exposé un satellite en orbite terrestre. Mais cette nouvelle découverte montrait que la situation pouvait être encore pire. Des faisceaux d'énergie instantanés et ciblés pourraient détruire une sonde en quelques secondes. 7e frappe. Et la dernière frappe. La loi universelle. Car il ne s'agissait pas seulement de Jupiter. Il ne s'est jamais agi que de Jupiter. C'était un secret de l'univers. Jupiter nous offrait simplement un laboratoire. Car ces interactions chaotiques de plasma, ces décharges d'énergie soudaines, ces tempêtes de météo spatiale devaient se produire partout dans l'univers. Elles devaient se produire sur Saturne, sur Uranus et Neptune aussi, et même sur des milliers d'exoplanètes en dehors du système solaire, en particulier sur les Jupiters chaudes qui orbitent très près de leurs étoiles. Cela signifiait que, pour la première fois dans l'histoire, nous avions un modèle concret pour comprendre l'activité aurorale potentielle et les champs magnétiques des exoplanètes. Désormais, lorsque nous verrons une signature chimique inattendue ou une anomalie de température dans l'atmosphère d'une exoplanète, nous saurons que cela pourrait être le signe d'une tempête aurorale géante, c'est-à-dire de cet enfer instantané dont nous avons été témoins sur Jupiter. C'est une découverte qui pourrait complètement changer notre quête de vie sur les exoplanètes, car un champ magnétique puissant sert de bouclier critique pour une planète, la protégeant des radiations mortelles de son étoile et permettant à la vie d'émerger. Et les aurores sont le signe le plus visible de ce champ magnétique. C'est pourquoi cette étrange anomalie instantanée que Webb a trouvée sur Jupiter pourrait en fait être un indice nous disant si une planète à des milliers d'années-lumière est habitable ou non. C'était une possibilité vertigineuse pour le monde scientifique. Le tremblement de 2 minutes au pôle de Jupiter pourrait contenir la réponse à la question de savoir s'il y a de la vie dans un autre coin de l'univers. Une usine de molécules organiques, un monstre plus chaud que le Soleil et une loi universelle. Ces découvertes ont ébranlé non seulement la science,
mais aussi notre perception de notre place dans l'univers. Cela a montré que nous vivons dans un univers chaotique, imprévisible, mais aussi incroyablement créatif. Ces tempêtes instantanées, tout en constituant un danger mortel, pourraient en même temps créer les briques chimiques nécessaires à la vie elle-même. Mais il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir. Ralentissons le rythme, car après cette série de découvertes vertigineuses, une seule grande question demeure dans nos esprits. Que signifie tout ce chaos, toute cette violence, toutes ces impossibilités? Pour nous, pour l'humanité, quelle est notre place dans ce drame cosmique? C'est car la réponse à cette question s'étend au-delà des limites de la science, dans le domaine de la philosophie, et dans ce domaine, le domaine de la philosophie, nous nous posons la question la plus fondamentale. Mais il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Ralentissons le rythme. Calmons un instant la tempête d'excitation créée par les découvertes épiques, les chiffres records et les théories vertigineuses. Car, après cette série de découvertes, une seule grande question demeure dans nos esprits. Que signifie tout ce chaos, toute cette violence, toutes ces impossibilités, pour nous, pour l'humanité? Quelle est notre place dans ce drame cosmique? Car la réponse à cette question s'étend au-delà des limites de la science, aux significations les plus profondes de notre existence. Cette réponse est cachée dans le premier grand contraste, puissance et faiblesse. D'un côté, il y a la puissance inconcevable, monstrueuse de Jupiter, un moteur cosmique géant qui emprisonne du plasma 50 fois plus chaud que la surface du Soleil, qui s'étend sur une zone de 140 millions de kilomètres, capable de concentrer des térawatts d'énergie sur un point dans un accès de colère instantané. Tout ce qui se dresse face à lui semble plus insignifiant qu'un grain de poussière. De l'autre côté, il y a nous qui pouvons prendre conscience de cette puissance immense, la mesurer, élaborer des théories à son sujet. Comment un être si fragile peut-il occuper une place significative face à une puissance aussi écrasante? C'est l'un des plus grands paradoxes de l'univers. Il y a une vérité tragique dans ce contraste. Car nous face à cet enfer magnétique de 140 millions de kilomètres, vivant sous la fine atmosphère de cette planète bleue, sommes des machines organiques sensibles d'environ 1,7 mètre de haut. Nous ne pourrons jamais y aller. Nous ne pourrions pas survivre une seule seconde dans ces ceintures de radiation de Jupiter. Nous ne pourrons jamais toucher ce front froid et dense. Physiquement, nous ne sommes rien dans cette équation. C'est notre limitation cosmique. Mais, dans notre faiblesse, nous portons un miracle, la capacité de comprendre. Nous ne pouvons y aller avec notre corps, mais nous y sommes allés avec notre esprit. L'esprit qui a construit le télescope spatial, James Webb, était notre esprit. L'esprit qui a analysé ces données, remarqué cette impossibilité, produit ces théories, était notre esprit. C'est la puissance de Jupiter est à la force brute. Notre puissance est la compréhension. Et c'est peut-être la plus grande puissance de l'univers. Tu fais aussi partie de cette équation. Toi aussi, dans ce corps physique, tu peux visualiser dans ton esprit cette puissance immense et chaotique. Tu peux imaginer cet enfer à 300 millions de degrés à travers ces mots. C'est pourquoi, peu importe à quel point tu es petit, physiquement, avec ta capacité de comprendre, tu es l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Cette pensée nous mène à un deuxième contraste, éternité et instant. Le système de Jupiter existe depuis environ 4,5 milliards d'années. Il est là depuis la naissance du système solaire. Cette danse violente avec ses lunes
dure depuis des milliards d'années. Pour lui, le temps se mesure en ère géologique. Et de l'autre côté, il y a notre découverte. Un événement qui n'a duré que 120 secondes, aussi court qu'un clin d'œil. Et nous, qui avons été témoins de cet événement, avec nos vies d'environ 80 ans, ne sommes que des éclairs instantanés à l'échelle du temps cosmique. Comment le rideau de 2 minutes d'un drame de milliards d'années peut-il croiser notre courte vie? Ce contraste a aussi un côté tragique, car nous n'avons pu saisir qu'une seule scène de ce film cosmique. Avant nous, pendant des milliards d'années, qui sait combien de tempêtes similaires ont éclaté, combien d'anomalies se sont produites, et après nous, elles continueront de se produire pendant des milliards d'années. Notre vie de 80 ans n'est rien entre les tic-tac de cette horloge cosmique. Nous ne connaîtrons jamais l'histoire complète, et c'est notre limitation temporelle. Mais il y a aussi une vérité incroyablement belle dans cette histoire. Nous étions là, à ce moment précis, dans son histoire de milliards d'années, dans cette très courte période où s'est produit cet événement de 120 secondes. Nous, en tant qu'humanité, avions construit le bon outil au bon moment pour regarder là-bas. Ce moment aurait pu être perdu pour toujours. Mais il ne l'a pas été, car nous étions là. Nous avons capturé ce moment, l'avons enregistré et l'avons inclus dans la mémoire collective de l'humanité. Nous avons volé un instant à l'éternité et l'avons rendu immortel. Tu es aussi un témoin de cet instant. Tu vis à une époque spéciale de l'histoire de l'humanité où cette connaissance existe. Les centaines de milliers de générations avant toi ne connaissaient pas cette vérité. Mais tu la connais. C'est pourquoi ta courte vie a croisé l'un des moments les plus importants d'une histoire de milliards d'années. Et cela fait de toi une partie de cette éternité. Et cela nous amène au troisième, peut-être le plus profond des contrastes. Savoir et mystère. Avec cette découverte, nous avons appris des choses incroyables sur Jupiter. Nous avons acquis des connaissances révolutionnaires sur la physique des plasmas, sur les magnétosphères, sur les interactions entre satellites. Nous en savons maintenant beaucoup plus. Mais nous avons aussi compris que nous en savions beaucoup moins. Chaque réponse a apporté 10 nouvelles questions, plus grandes encore. Nous avons découvert la tâche froide. Mais maintenant, nous demandons où va l'énergie. Si nous avons découvert la densité. Mais maintenant, nous demandons comment le plasma peut s'effondrer. Nous avons découvert la synchronisation. Mais maintenant, nous demandons ce qu'est ce réseau mystérieux qui gouverne tout le système. À mesure que notre horizon de connaissance s'est élargi, nous avons réalisé à quel point l'obscurité au-delà de cet horizon, c'est-à-dire ce que nous ne savons pas, est immense. Comment le fait de savoir peut-il nous renvoyer notre ignorance au visage de manière si brutale? L'aspect tragique de ce contraste est peut-être qu'il n'y a jamais eu d'objectif de tout savoir. Peut-être que la nature de l'univers est d'être insaisissable. Peut-être que, peu importe nos efforts, nous nous retrouverons toujours avec plus de questions que de réponses. C'est une quête sans fin. Et c'est d'une certaine manière triste. Mais il y a une beauté magnifique dans cette quête elle-même. Peut-être que le but n'est pas d'atteindre cet horizon, mais le voyage lui-même vers cet horizon. Ce qui nous rend humains, ce n'est pas d'avoir des réponses, mais de poser des questions sans relâche. C'est de s'émerveiller, c'est de produire des théories, de se tromper et d'essayer à nouveau. Cette quête sans fin est notre identité la plus fondamentale. Toi aussi, depuis ta naissance, tu es un explorateur. Chaque fois que tu demandes « Pourquoi ?»,
tu partages le même esprit que ces scientifiques qui tentent de résoudre les secrets de Jupiter. Tes propres incertitudes dans ta vie personnelle sont le reflet de ce mystère immense de l'univers. C'est pourquoi tes questions sont une partie sacrée de cette quête cosmique. Impuissant mais compréhensif. Temporaire mais témoin. Ignorant mais chercheur. Cette découverte nous a montré la nature complexe et contradictoire de notre place dans l'univers. Mais, au-delà de ces réflexions personnelles, ces découvertes ont aussi des significations concrètes pour l'avenir de notre espèce. Et ces significations nous confrontent à nos peurs les plus fondamentales et à nos plus grands espoirs. Et c'est pourquoi ces significations nous confrontent à nos peurs les plus fondamentales et à nos plus grands espoirs. Car ce secret de Jupiter montre à la fois à quel point notre espèce est vulnérable et à quel point elle possède un immense potentiel. Cette découverte, comme un miroir, nous renvoie à la fois notre fragilité et notre résilience. Et dans ce reflet, nous trouvons des indices sur notre avenir. Ces indices nous mènent à un quatrième contraste. Cette ligne fine entre la destruction et la création. D'un côté, il y a cette puissance terrifiante et destructrice de Jupiter. Ces tempêtes instantanées qui fouettent son atmosphère, qui enflamment sa magnétosphère, qui combattent ses lunes. C'est la preuve à quel point l'univers peut être dangereux et impitoyable. Une puissance capable de détruire une sonde spatiale en quelques secondes, de dépouiller une planète de son atmosphère, d'empêcher la vie de germer. C'est la puissance du chaos et de la destruction. De l'autre côté, il y a cet incroyable potentiel créatif caché dans cette même puissance, car ces ondes de choc instantané, ces décharges d'énergie servent aussi de creuset où se forment des molécules organiques complexes, c'est-à-dire les briques chimiques de la vie. Et comment le même événement peut-il être à la fois le moteur de la mort et de la naissance? C'est le dilemme le plus fondamental et le plus troublant de l'univers. Il y a une vérité tragique dans ce contraste. Cette vérité est que l'univers ne se soucie pas de notre bien-être. Il n'est ni ami, ni ennemi. Il est simplement. Et ses lois peuvent à la fois créer et détruire. Ces tempêtes de Jupiter sont une menace pour nous. Mais elles pourraient aussi être les mêmes réactions chimiques qui, il y a des milliards d'années, ont peut-être permis à la vie de commencer sur Terre. Cela montre à quel point notre existence dépend d'un équilibre fortuit et fragile. Mais, dans cette vérité, se cache aussi un profond espoir, car cela montre que la vie peut trouver un chemin même dans les endroits les plus improbables. Cela prouve que l'univers n'est pas seulement un lieu vide et mort, mais aussi une scène dynamique où la créativité et le potentiel germent constamment. La destruction et la création sont les deux faces d'une même médaille. Et c'est, au niveau le plus fondamental, notre propre histoire. Toi aussi, tu fais partie de ce dilemme. Chaque difficulté, chaque crise de ta vie porte aussi un potentiel de croissance et de transformation. Tu as le pouvoir de construire quelque chose de nouveau à partir des décombres de tout ce qui a été détruit. Car tu es l'enfant d'un univers qui fait naître la création de la destruction. Ce qui nous amène au cinquième et dernier contraste, solitude et connexion. Jupiter est là, à 600 millions de kilomètres de nous, tournant dans le vide froid et sombre de l'espace. Il est seul dans son système, car nous aussi, nous sommes seuls sur cette petite planète bleue, dans un bras tranquille de la Voie lactée. Il nous faudrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre l'étoile la plus proche.
c'est notre solitude cosmique. Dans ce vide immense, nous sommes des îles. De l'autre côté, il y a la découverte instantanée elle-même, le moment où nous avons entendu le cri de Jupiter. Car à ce moment-là, nous, en tant qu'humanité, avons agi comme un seul esprit, les ingénieurs qui ont construit ce télescope, les scientifiques qui ont analysé ces données, nous qui racontons cette histoire, et toi qui l'écoutes. Nous étions tous connectés à ce moment-là par un lien invisible qui a franchi une distance de 600 millions de kilomètres. Comment pouvons-nous être à la fois si seuls et si profondément connectés les uns aux autres? Le côté triste de ce contraste est la réalité de cette distance physique. Ce vide est réel, et ce vide nous sépare. Mais le beau côté de cette situation est que le savoir et la curiosité rendent ce vide insignifiant. Les idées voyagent de plus vite que la lumière. La curiosité traverse les galaxies. Et l'excitation commune, créée par une découverte, peut unir toute l'humanité comme une seule famille. À ce moment-là, les nationalités, les frontières, les langues n'avaient plus aucune importance. Nous étions tout simplement des humains qui venaient de résoudre un autre secret de l'univers. Tu es aussi une preuve vivante de cette connexion. En ce moment, à travers ces mots, tu touches l'esprit de ces scientifiques qui ont regardé Jupiter. Tu ressens leur excitation, leur curiosité, et avec des millions d'autres personnes à travers le monde, tu es témoin du même miracle cosmique. C'est le remède à ta solitude cosmique, car tu fais partie de ce gigantesque réseau humain tissé de savoir et de curiosité. Nous approchons maintenant de la fin de ce long voyage. Cette aventure qui a commencé au cœur de l'aurore de Jupiter nous a transportés aux secrets les plus profonds de l'univers et au centre de notre propre existence. Nous savons maintenant que nous sommes à la fois faibles et forts. Nous sommes à la fois temporaires et témoins de l'instant. À mesure que notre savoir augmente, notre mystère augmente aussi. Et l'univers lui-même est à la fois un destructeur impitoyable et un créateur magnifique. Et peut-être le plus important, nous avons compris à quel point nous sommes profondément connectés par la curiosité et le savoir. Même si nous sommes seuls dans ce vide immense. Cette découverte était bien plus qu'une image réfléchie par le miroir d'un télescope. C'était un miroir qui nous montrait qui nous sommes. Et maintenant, armés de ces connaissances, il est temps de terminer ce voyage et de rassembler ce que nous avons appris. Car cette histoire a cessé d'être une histoire sur Jupiter pour devenir une histoire sur nous. Et la fin de cette histoire, dans ce voyage, nous avons vu le chaos apparent et la puissance cachée de Jupiter. Mais, je ne vous ai pas dit le plus grand secret. 27% de l'univers est complètement invisible, quand c'est un fantôme cosmique qui maintient les galaxies ensemble, qui force les étoiles sur leur orbite. Nous l'appelons la matière noire. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Dans notre prochain voyage, nous chasserons cet univers invisible. Êtes-vous prêts